Je m'appelle Charity, j'ai 32 ans, je suis graphiste à Seattle, et j'ai toujours cru comprendre ma famille. Jusqu'à ce dîner, 2 semaines avant le mariage de ma sœur Fiona. Ce soir-là, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit, « Si tu aimes vraiment ta sœur, tu disparaîtras avant son mariage. » Le choc m'a glacé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai juste pris les clés accrochées près de la porte, fait mes valises sous leur regard silencieux, et je suis parti avec mon petit ami, James. Le lendemain matin, j'ai reçu des appels affolés, leurs cris avaient résonné si fort dans la maison que les voisins avaient prévenu tout le monde. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ce matin-là, dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Mettez un like et abonnez-vous, surtout si vous avez déjà dû affronter votre famille pour défendre ce qui est juste. J'ai grandi à Bellevue, une banlieue chic à l'est de Seattle. Fiona et moi avions une enfance que beaucoup auraient enviée. Papa avait monté un cabinet d'avocats prospère, et maman gérait la maison avec la rigueur d'une comptable, son ancien métier avant de se consacrer à nous. Notre maison à 4 chambres, pelouse parfaite et piscine derrière, faisait rêver nos amis. Mais derrière cette façade de réussite, quelque chose sonnait faux. Depuis toujours, je sentais une différence dans la façon dont mes parents nous traitaient. Fiona, de 4 ans ma cadette, avait conquis leur cœur d'une manière que je n'ai jamais pu égaler. J'étais l'aînée, la sérieuse, celle à qui on demandait d'être exemplaire. Fiona, elle, était la petite princesse célébrée pour le moindre effort. J'étais douée à l'école, en 3e année, je lisais comme une élève de 6e, je résolvais des problèmes de maths pour collégiens et je gagnais tous les concours d'orthographe. Mes bulletins étaient remplis de A et d'éloges. Mais à la maison, on trouvait ça normal. Papa jetait un œil distrait à mes notes parfaites avant de replonger dans son journal, « Bien sûr que tu as réussi, tu es intelligente, c'est normal. » Fiona, elle, avait des notes moyennes, mais brillait socialement. Elle faisait rire tout le monde, se faisait des amis partout. Quand elle ramenait des B ou des C, on la félicitait pour ses efforts et on l'emmenait manger une glace. Ses récitals, ses matchs, ses pièces d'école, tout devenait un événement familial. Le favoritisme est devenu impossible à ignorer le jour de mes 16 ans. J'attendais cet anniversaire depuis des mois. J'avais noté la date sur le calendrier, laissé des indices sur les fournitures d'art que je voulais, et demandé un dîner dans mon restaurant italien préféré. Ce matin-là, je suis descendue, et il n'y avait rien. Pas de petit déjeuner spécial. Pas une carte sur la table. Rien ne laissait penser que ce jour-là était différent d'un mardi ordinaire. Quand j'ai doucement rappelé à ma mère que c'était mon anniversaire, elle a vraiment eu l'air surprise. « Oh, Charity, je suis désolée. Avec le spectacle de danse de Fiona ce soir, ça m'est complètement sorti de la tête. On fêtera ça ce week-end, ok? Promis, ce sera spécial. » Mais cette fête n'a jamais eu lieu. Le récital de Fiona s'est transformé en after-party, puis en sélection pour un programme d'été prestigieux, qui a tout de suite accaparé toute l'attention de la famille. Mon anniversaire a été oublié, englouti par l'orbite des réussites de Fiona. Malgré tout, je n'ai jamais ressenti de rancune envers elle. Comment aurais-je pu? Elle n'était qu'une enfant, avide d'amour, comme tous les enfants. Quand les orages la terrifiaient, elle venait se blottir contre moi dans mon lit, et je lui racontais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Quand les enfants du quartier se moquaient de son cheveu sur la langue, j'allais les affronter avec une énergie de grande sœur qui me surprenait moi-même. Et quand elle peinait à comprendre les fractions, je sortais des parts de tarte et des morceaux de pommes pour lui faire saisir le principe. Nos liens étaient les plus forts quand nos parents n'étaient pas là. Une nuit d'été, j'avais 17 ans et elle 13. On s'était glissé sur le toit, juste dehors de ma fenêtre, avec des pots de glace et des cuillères. Sous les étoiles, on a juré, nos petits doigts croisés, quoi qu'il arrive, même si le monde entier se retourne contre nous, on sera toujours la l'une pour l'autre. Promis, a murmuré Fiona en serrant mon doigt. Tu es la seule qui me voit vraiment, Charity. Pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis. Cette nuit-là, elle a aussi découvert un de mes carnets de croquis. Je dessinais depuis que je savais tenir un crayon, remplissant des cahiers de formes, de personnages et de dessins abstraits qui m'aidaient à comprendre le monde. Mais je gardais tout pour moi, par peur de ne pas être à la hauteur des attentes de mes parents. C'est incroyable,
s'est-elle exclamée en feuilletant les pages. Tu seras célèbre un jour. J'ai ri, mais ces mots ont planté une graine en moi, une confiance nouvelle qui allait plus tard devenir ma voie professionnelle. Alors que mes parents rêvaient que je fasse du droit ou de la médecine, Fiona a été la première à me faire croire que mon talent artistique pouvait devenir bien plus qu'un passe-temps. Au fil des années, on avait trouvé notre propre système de survie. En public, je jouais la grande sœur parfaite, celle qui se comporte bien, pour épargner Fiona. En privé, elle me donnait ce soutien et cette admiration inconditionnelle dont j'avais besoin. Ensemble, on s'aidait à naviguer dans le chaos silencieux de notre famille. Partir pour l'université a été à la fois une libération et une déchirure. J'avais obtenu une bourse complète pour la Rhode Island School of Design, à 3000 miles de chez nous. La distance me promettait enfin la liberté, loin de ce sentiment constant d'infériorité. Mais cela voulait aussi dire laisser Fiona seule face à nos parents. La veille de mon départ, elle est venue s'asseoir dans ma chambre presque vide, les yeux rouges de larmes. « Qu'est-ce que je vais faire sans toi ?» a-t-elle murmuré. « On se parlera chaque semaine, lui ai-je promis. Et je reviendrai pour les vacances. Ce ne sont que 4 ans, et après, tu seras à la fac toi aussi. Peut-être même sur la côte, près de moi. » Et j'ai tenu parole. Chaque dimanche soir, peu importe mes projets, mes cours ou mes nouvelles amitiés, j'appelais Fiona. Nos appels sont devenus une bouée, un lien avec la maison, sans les tensions qui venaient toujours avec nos parents. Grâce aux nouvelles de Fiona, je découvrais que le cabinet d'avocat de papa s'était encore agrandi. Maman, elle, siégeait désormais au conseil de 3 associations caritatives, et la maison familiale avait été entièrement rénovée, avec une cuisine digne d'un grand chef, où personne ne cuisinait vraiment. Mais surtout, j'apprenais l'évolution de la vie de Fiona. Elle avait rejoint l'équipe de débat et étonnait tout le monde par son talent à construire des arguments solides. Les maths, surtout le calcul, lui donnaient du fil à retordre, mais elle avait découvert une passion dévorante pour la photographie, qu'elle pratiquait chaque week-end. Puis il y avait eu son premier petit ami, et sa première vraie peine de cœur. Quand est venu le temps des candidatures à l'université, j'espérais qu'elle me rejoindrait sur la côte est. Mais nos parents, comme toujours, ont orienté son choix vers Stanford, où papa avait des contacts utiles pour sa future carrière d'avocate. Après mes études, je suis partie vivre à Seattle, pas trop loin pour pouvoir rentrer si besoin, mais assez pour garder mon indépendance. J'ai loué un petit appartement à Capitol Hill, un quartier artistique plein d'énergie et de créativité. J'ai décroché un poste dans une agence de design boutique. En 3 ans, je me suis fait un nom. Mes créations graphiques claires et expressives racontaient des histoires qui touchaient les gens. J'ai gravi les échelons, jusqu'à devenir designer senior, avec la liberté de choisir mes projets. Pendant ce temps, Fiona a obtenu son diplôme à Stanford avec mention, puis a suivi la voie toute tracée par notre père, la faculté de droit à l'université de Washington. Le plan était clair, elle rejoindrait le cabinet familial, un jour, le reprendrait. Sur le papier, tout semblait parfait. Fiona réussissait, validait toutes les cases du succès selon nos parents. Mais nos appels hebdomadaires racontaient une autre vérité. Je ne sais même pas si je veux vraiment exercer le droit, m'a-t-elle avoué un soir, en 2e année. Je n'ai jamais pensé à faire autre chose. Et si tu pouvais choisir, ai-je demandé. Peut-être la photo. Je continue à prendre des clichés le week-end, quand je peux échapper à la bibliothèque. Mais papa ne comprendrait jamais. Il parle déjà du bureau qui sera le mien au cabinet. C'est à cette époque de doute silencieux que James est entré dans ma vie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives, où j'avais offert un pack de design pour une petite entreprise. James venait de lancer une start-up d'EdTech destinée à promouvoir l'enseignement artistique dans les écoles défavorisées. Il a enchéri sur mon offre, et à la fin de la soirée, nous échangions nos numéros. James était tout ce que mes parents désapprouveraient, et tout ce que j'admirais. Fils d'immigrants philippins qui tenait une petite épicerie de quartier, il avait payé ses études tout seul, appris à coder, et bâti son entreprise à partir d'une simple idée de dortoir, jusqu'à en faire une plateforme utilisée par des milliers d'élèves. Il portait des vestes chinées et des graphiques t-shirts, parlait avec passion d'équité éducative, et regardait mes créations avec une sincérité qui me faisait me sentir enfin vue. 6 mois après le début de notre relation, je l'ai emmené à un dîner de famille à Bellevue.
Ce fut une véritable leçon de politesse glaciale. Maman, le sourire crispé, posait des questions insistantes sur ses origines familiales. Papa, lui, l'interrogeait sur son modèle économique et ses marges de profit comme s'il menait un interrogatoire. Fiona, courageuse, essayait tant bien que mal de changer de sujet, mais la tension restait palpable. Dans la cuisine, en aidant maman à préparer le dessert, j'ai reçu le verdict. Il a l'air intéressant, ma chérie, a-t-elle dit, marquant une pause pleine de sous-entendus. Mais est-ce vraiment quelqu'un de sérieux? Tu ne rajeunis pas, et à ton âge, il faut penser à la stabilité. Je l'ai regardé calmement. L'entreprise de James vient d'être évaluée à 2 millions de dollars, ai-je répondu. Et il me rend plus heureuse que je ne l'ai jamais été. C'est ma définition de la stabilité. Le contraste entre la réaction de mes parents à propos de James et celle qu'ils ont eue envers Andrew ne pouvait pas être plus flagrant. Andrew Harrington, le fils du partenaire de cabinet de mon père, a commencé à sortir avec Fiona peu après qu'elle ait rejoint le cabinet familial. Grand, beau dans le sens le plus classique du terme, diplômé d'une université de l'Ivy League, et bien sûr, avec un trust fund. Andrew cochait toutes les cases de la liste invisible de mes parents. Quand lui et Fiona ont annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois de relation, mes parents étaient fous de joie. C'est un mariage parfait, s'est exclamé maman au téléphone, un appel rare. Ce sera l'événement de la saison. Les Harrington et notre famille, enfin unis, comme Richard et George l'ont toujours espéré. Aussitôt, les préparatifs ont commencé, et maman a pris les commandes comme un général prêt à livrer bataille. Une wedding planner renommée a été engagée, les lieux ont été visités, et les tableaux Pinterest se sont multipliés. Pendant tout ce temps, les envies de Fiona semblaient passer au second plan face à la grande vision que nos parents avaient pour elle. Et toi, quel genre de mariage tu voudrais, lui ai-je demandé un soir, remarquant son manque d'enthousiasme. Quelque chose de plus petit, je crois. Peut-être en plein air, juste avec nos proches. Simple, mais sincère. Tu as dit ça à maman? Oui, j'ai essayé, a-t-elle soupiré. Elle m'a regardé comme si je venais de proposer de me marier dans un fast-food. Puis elle m'a montré la salle de bal du Fairmont Olympique et m'a dit qu'il faudrait au moins 300 invités pour faire les choses correctement. Le premier vrai conflit est apparu quand j'ai suggéré à Fiona d'ajouter quelques traditions philippines à la cérémonie, en hommage à la région où elle et Andrew avaient passé leurs premières vacances ensemble. Mes parents se sont échangés un regard que je connaissais trop bien. Ce sera un mariage américain traditionnel, Charity, a dit mon père d'un ton sec. Pas besoin de compliquer les choses avec des éléments étrangers. La manière dont il a prononcé étranger en disait long. Ce n'était pas seulement des traditions dont il parlait, c'était une pique claire envers James. Ce qui m'a le plus blessé, pourtant, c'était le silence de Fiona. La sœur qui, autrefois, me défendait toujours, gardait les yeux baissés sans dire un mot. La demande officielle est arrivée un dimanche, pendant le brunch au country club de mes parents. Maman a commandé des mimosas pour tout le monde, et après la première gorgée, Fiona s'est tournée vers moi avec un sourire préparé. Charity, tu veux bien être ma demoiselle d'honneur? Avant même que je puisse répondre, maman a pris la parole. Nous avons déjà parlé des responsabilités, bien sûr. La wedding planner s'occupera de la plupart, mais tu devras être disponible pour les essayages, la bridal shower et le week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Napa. Nous avons fixé les dates avec la planner, je t'enverrai le planning par email. J'ai regardé Fiona. Son sourire avait légèrement tremblé, presque imperceptiblement. Ce serait un honneur, ai-je répondu, en lui prenant la main. Quoi que tu aies besoin, je serai là. Mais ce que Fiona voulait et ce que nos parents attendaient, c'était deux mondes différents. Le planning que maman m'a envoyé ne contenait pas seulement des dates, mais des instructions détaillées pour chaque événement, jusqu'aux tenues suggérées et au sujet de conversations préapprouvées. Les robes des demoiselles d'honneur étaient déjà choisies, un rose pastel, une couleur qui allait me rendre aussi pâle qu'un fantôme. Mais maman insistait, cette couleur était traditionnelle et appropriée. Le thème, le lieu et la liste d'invités de la bridal shower étaient non négociables. Quand j'ai suggéré d'ajouter quelques amis de la fac de droit de Fiona, absente de la liste, maman a balayé l'idée d'un ton sec. Ce ne sont plus vraiment son cercle, ma chérie.
La liste reflète les relations importantes pour l'avenir de Fiona et d'Andrew. Chaque semaine, le mariage prenait plus d'ampleur, plus de faste. La liste d'invités gonflait jusqu'à atteindre 350 personnes, dont beaucoup que Fiona connaissait à peine. Le budget explosait, un gâteau à 7 étages, une tour de champagne importée, et des compositions florales avec des orchidées venues tout droit de Thaïlande. Papa signait les chèques sans un mot, sa seule participation à l'organisation. Pendant tout ce temps, je voyais la lumière de ma sœur s'éteindre peu à peu. La jeune femme vive et pleine d'assurance que j'avais vue plaider avec passion pendant ses stages disparaissait, remplacée par quelqu'un de plus silencieux, de plus éteint. Lors des essayages de robes des demoiselles d'honneur, je remarquais qu'elle se rongeait les cuticules jusqu'au sang, un vieux tic d'enfance que je n'avais pas vu depuis des années. Après une dégustation de gâteaux particulièrement tendue, où maman et la wedding planée avaient rejeté toutes ses idées, j'ai enfin réussi à la rattraper seule sur le parking. Ça va? Et ne me dis pas ça va, je sais que ce n'est pas vrai. Fiona s'est adossée à ma voiture, son masque parfait se fissurant. Je n'en peux plus, Char. Le mariage, le cabinet, tout ça, ça m'étouffe. Alors arrête, ai-je dit simplement. Annule tout si ça te rend aussi malheureuse. Elle a ri, un rire creux, sans joie. Tu dis ça comme si c'était facile. Toi, tu as toujours eu le courage de les décevoir. Moi, non. Et Andrew, qu'est-ce qu'il en pense? Il voit bien que tu n'es pas heureuse, non? Une expression étrange a traversé son visage. Andrew et moi, c'est compliqué. C'est un type bien, vraiment. Il mérite. Sa phrase s'est perdue dans le vide. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Il faut que j'y aille, maman m'attend chez le fleuriste dans 20 minutes. Ce soir-là, j'en ai parlé à James pendant qu'on faisait la vaisselle dans notre petit appartement. Elle est malheureuse, ai-je dit en frottant une casserole avec un peu trop d'énergie. Ce mariage, c'est juste une vitrine pour les ambitions sociales de mes parents. Rien à voir avec ce que Fiona veut. James s'est arrêté un instant. Tu as pensé que le mariage n'était peut-être pas le seul problème? Comment ça? Les quelques fois où je les ai vus ensemble, Fiona et Andrew ressemblaient plus à des associés qu'à un couple amoureux. Et tu as remarqué, au dîner le mois dernier? Quand il a mis son bras autour d'elle, elle a sursauté. Je l'avais remarqué. Et j'avais aussi vu les textos sur son téléphone, ce qui la faisait quitter la pièce d'un air nerveux, avant qu'elle ne revienne les joues rouges et le regard soudain plus vif, qui s'éteignait aussitôt. J'avais mis ça sur le compte du stress du mariage, mais les mots de James ont éveillé un doute. Le lendemain, j'ai invité Fiona à déjeuner dans mon appartement, loin de nos parents et du tourbillon du wedding planning. Elle picorait distraitement sa salade quand j'ai pris une grande inspiration. Fi, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois honnête. Tu refais des crises de panique, n'est-ce pas? Sa fourchette a heurté l'assiette dans un bruit sec. Ma question faisait remonter un secret de ses années d'université, quand la pression de rester parfaite, brillante et souriante avait fini par la conduire aux urgences, persuadée de faire une crise cardiaque. Elle m'avait fait jurer de ne rien dire. Surtout pas à nos parents. Comment tu le sais, chuchota TL. Je suis ta sœur, fille. Je sais quoi chercher. Je pris sa main doucement. C'est grave? Elle hocha la tête. Oui, j'en ai fait 3 la semaine dernière. Je me cache dans les toilettes du bureau, je compte les dalles au plafond pour ne pas m'évanouir. C'est à cause du mariage? Ou autre chose? Ses yeux se remplirent de larmes. De tout. Le mariage, le job que je déteste, cette vie qu'on dit parfaite, mais qui ne l'est pas. Elle hésita, puis ajouta. Et d'autres choses, dont je ne peux pas parler. Tu peux tout me dire, fille, tu le sais. Elle secoua la tête. Pas ça. Pas encore. J'ai respecté sa limite, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ce week-end-là, encouragé par James, j'ai pris la route pour Bellevue, décidé à parler à nos parents pour alléger les préparatifs. Je les ai trouvés dans la véranda, maman étudiait le plan de table pendant que papa lisait des rapports financiers. Je dois vous parler du mariage de Fiona, ai-je dit en m'asseyant en face d'eux. Parfait timing, s'est exclamé maman. Le wedding plané vient d'envoyer les options pour ton discours.
On pensait qu'un ton sentimental mais un peu drôle serait idéal. Rien de trop personnel, évidemment. Justement, c'est de ça que je veux parler, ai-je poursuivi. Fiona semble dépassée. Peut-être qu'on devrait simplifier un peu, se concentrer sur ce qui la rend heureuse, pas sur ce qui impressionne les invités. La température a semblé chuter d'un coup. Papa a posé ses papiers et m'a regardé, calmement, trop calmement. Et qu'est-ce qui fait de toi une experte du bonheur de ta sœur? Je lui parle chaque semaine. Je vois son stress. Elle fait des crises de panique. Des crises de panique, s'est exclamée maman, l'air faussement inquiet. Fiona n'a pas de crise de panique. Elle nous l'aurait dit. Elle ne vous dit pas tout, ai-je répondu, un peu trop vite. Papa a froidement répliqué. Non, elle n'a pas besoin de le faire. Contrairement à certaines personnes, Fiona comprend le sens du devoir et de la loyauté familiale. Elle apprécie les opportunités qu'on lui offre, et elle ne les rejette pas. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, ai-je tenté de répondre. Ah non, dit-il. C'est toujours à propos de toi, Charity. Ta rébellion, tes choix inadaptés, ta jalousie. Jalousie, ai-je répété, abasourdi. Oui, de son bonheur, précisa maman, d'un ton condescendant. Tu as toujours détesté qu'elle réussisse, qu'elle s'intègre à notre monde pendant que toi, tu refuses d'en faire partie. L'accusation était si absurde que j'en suis resté sans voix. Ils avaient complètement inversé la réalité. Je ne savais plus s'ils croyaient vraiment à ce mensonge ou s'ils l'avaient répété si souvent qu'il était devenu leur vérité. Ce n'est pas. Ai-je commencé? Mais papa m'a coupé net. La discussion est close. Le mariage restera tel qu'il est. Et si tu ne peux pas soutenir ta sœur correctement, ton rôle sera réduit. Je suis parti de leur maison dans un état second, le cœur battant, leurs mots tournant en boucle dans ma tête. Ce soir-là, Fiona m'a appelé, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu leur as dit? Papa vient de me faire un sermon d'1 heure sur la loyauté familiale et sur le fait que tu essaies de ruiner mon mariage par jalousie. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit, ai-je expliqué, racontant ma version de la conversation. Un long silence a suivi. Puis Fiona a murmuré. Je te crois, Char. Mais s'il te plaît, ne refais pas ça. Chaque fois que tu les contredis, c'est moi qui en paie le prix. Je voulais juste t'aider. Je sais. Répondit-elle, avant que sa voix ne s'éteigne dans un soupir point. Mais je suis coincée entre vous, dit-elle d'une voix brisée. Je n'y arrive plus. Je ne peux pas être déchirée entre toi et eux. S'il te plaît, joue le jeu jusqu'après le mariage. Pour moi. Pour ma sœur, j'ai accepté. Mais au fond, je savais que ce n'était plus seulement une question de mariage. C'étaient des années de tension familiale qui remontaient à la surface, et Fiona en était le centre. 2 semaines avant la cérémonie, nos parents ont organisé un dîner de famille décontracté, sauf que rien n'était décontracté. La grande table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, les verres en cristal brillaient sous la lumière. Fiona et Andrew étaient assis côte à côte, tandis que les cartes de place indiquaient que James et moi devions nous asseoir en face d'eux. Nos parents occupaient leurs postes habituels aux 2 extrémités, papa découpant le rôti avec une précision presque militaire. J'avais emmené James, malgré leur désapprobation évidente. Sa présence me donnait de la force, un rappel qu'un autre monde existait, loin de cette maison étouffante. Sous la table, il pressa doucement ma main, juste au moment où maman entamait un long compte-rendu sur les préparatifs. Le nombre final d'invités est de 362, annonça-t-elle fièrement. Le gouverneur ne pourra pas venir, mais il a envoyé ses regrets et un très beau cadeau. Pendant qu'elle parlait, j'observais Fiona. Elle jouait avec sa nourriture sans jamais manger, le regard vide, fuyant chaque échange. À côté d'elle, Andrew gardait son sourire poli, sans émotion. De temps en temps, il posait sa main sur la sienne, un geste mécanique, sans tendresse. Et toi, Charity, reprit maman en se tournant vers moi. Le wedding planning attend tes mensurations finales pour les retouches de ta robe. Elle a dit que tu avais manqué ton dernier rendez-vous. J'avais une urgence avec un client, mentis-je doucement. En vérité, j'avais volontairement planifié une réunion pour éviter d'essayer cette robe que je détestais.
Je l'appellerai demain matin. Papa tout sauta avant d'ajouter. Les Harrington ont gentiment proposé leur maison au bord du lac pour le dîner de répétition. Andrew, ton père m'a dit que tu voulais inviter quelques amis de la fac de droit? Andrew hocha la tête. Oui, juste 2 camarades qui m'ont beaucoup aidé pendant les révisions du barreau, si c'est possible. Bien sûr, répondit papa, rayonnant. Tous tes amis sont les bienvenus. L'injustice me frappa de plein fouet. Quand j'avais proposé d'inviter les amis de Fiona, on m'avait dit que ce n'était pas approprié. Mais quand Andrew le faisait, tout allait bien. J'échangeai un regard avec James. Il secoua discrètement la tête, me rappelant de ne pas m'emporter. Le dîner continua dans une ambiance tendue mais maîtrisée, jusqu'à ce que maman parle de la lune de miel. La villa en Toscane est réservée. 2 semaines de pur luxe. Tu vas adorer les vignobles, Fiona. Tu te souviens comme tu aimais les vins italiens pendant ton semestre à l'étranger? Le bruit du couvert de Fiona tombant sur l'assiette brisa le silence. C'était la France, maman. J'ai étudié à Paris. Un malaise lourd tomba sur la table. C'était un détail si simple, un souvenir qu'on avait évoqué des dizaines de fois. Mais l'erreur de maman en disait long, elle ne voyait plus vraiment sa fille. Bien sûr, ma chérie, répondit-elle en se reprenant aussitôt, forçant un sourire comme si rien ne s'était passé point. Je voulais dire que tu allais adorer la villa, surtout avec ton amour pour la photographie. C'était une tentative de paix, une manière d'honorer la passion de Fiona que nos parents mentionnaient si rarement. Mais au lieu d'apaiser la tension, mes mots semblèrent la troubler davantage. Elle se leva brusquement. « Excusez-moi un instant », murmura-t-elle avant de quitter la salle à manger d'un pas rapide. Andrew se redressa à moitié, comme s'il voulait la suivre, puis se ravisa. Son visage resta impassible. Le reste du repas se déroula dans un silence gênant, entre bruit de couverts et regards fuyants, jusqu'à ce que maman propose de passer au salon pour le café. Alors que James et moi nous levions pour aider à débarrasser, papa posa une main ferme sur mon épaule. « Pas toi, Charity. J'aimerais te parler dans mon bureau. » Je le suivis dans le couloir, jusqu'à cette pièce boisée qui m'intimidait déjà quand j'étais enfant. Les fauteuils en cuir, les étagères pleines de livres de droit, les diplômes encadrés, tout respirait l'autorité qu'il savait si bien utiliser. Maman entra à son tour et referma la porte d'un geste sec. « Assieds-toi, » ordonna papa, s'installant derrière son bureau. Je restai debout. « Qu'est-ce qui se passe ?» Maman poussa un long soupir dramatique. « C'est à propos de ta sœur, évidemment. Elle a encore fait une crise hier soir, précisa papa. Une vraie crise de nerfs. Elle pleurait, respirait à peine, disait qu'elle voulait annuler le mariage. On a dû appeler son médecin pour un calmant. Mon cœur se serra. Ce n'est pas une crise de nerfs, c'est une attaque de panique. Et si elle parle d'annuler le mariage, peut-être qu'il faudrait l'écouter. Voilà exactement le problème, dit maman d'une voix tendue. Ton influence négative. Mon influence? Je faillis rire. J'ai à peine participé aux préparatifs, c'est vous qui l'avez voulu. Ce n'est pas une question d'organisation, coupa papa. C'est ton style de vie. Ton rejet de nos valeurs. Ton choix de partenaire. Il fit un vague geste vers la salle à manger, là où James attendait. Et que vient faire James là-dedans, demandai-je, incrédule. Maman s'approcha, son parfum lourd remplissant la pièce. Charity, nous avons été patients avec ta phase de rébellion. On pensait que tu finirais par grandir, trouver un partenaire convenable, rejoindre le vrai monde. Mais ton besoin d'exhiber tes choix devant ta sœur impressionnable a des conséquences. Fiona a 28 ans, répondis-je sèchement. C'est une avocate, pas une enfant influençable. Elle t'idolâtre, trancha papa. Elle l'a toujours fait. Et maintenant, à l'un des moments les plus importants de sa vie, ton influence la pousse à tout remettre en question. Si elle doute de son mariage, c'est entre elle et Andrew, pas entre elle et moi. C'est entièrement à cause de toi, s'écria maman. Tu veux savoir ce qu'elle a dit hier soir? Qu'elle t'enviait. Qu'elle aimerait avoir ton courage pour vivre selon ses propres choix. Tes mots, ta philosophie, tout ce que tu représentes est en train d'empoisonner son esprit.
Je ressentis un mélange étrange, une fierté douloureuse de savoir que Fiona voyait de la force dans mes choix, et une peur sourde de ce que mes parents allaient faire de cette information. Papa se leva lentement. À 62 ans, il imposait encore le silence d'un simple geste. Alors on va simplifier les choses, dit-il calmement. Si tu aimes vraiment ta sœur, tu vas disparaître avant le mariage. Je restai figé, croyant avoir mal entendu. Pardon? Pas de dîner de répétition, précisa maman. Pas de bachelorette party, pas de mariage. Tu trouveras une excuse, un problème de travail, une maladie, ce que tu veux. Mais tu ne participeras à rien. Je la regardai, abasourdi. Vous êtes en train de me demander de ne pas aller au mariage de ma propre sœur? La sœur qui m'avait personnellement demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Nous ne demandons rien, dit mon père d'une voix glaciale. Avant que je puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et James entra, inquiet. Tout va bien ici? Tu as disparu depuis un moment. Parfait timing, lança mon père d'un ton acide. Peut-être pourras-tu aider ta petite amie à comprendre la situation. Elle doit se retirer du mariage, pour le bien de Fiona. James me regarda, cherchant des explications, mais j'étais encore sous le choc de cette demande absurde. Monsieur, dit-il prudemment, je crois qu'il y a un malentendu. Charity et Fiona sont extrêmement proches. Exclure Charity la briserait, et cela blesserait Fiona encore plus. Avec tout le respect que je vous dois, répondit mon père, d'un ton qui ne laissait place à aucun respect, vous ne savez rien de mes filles ni de ce qui est bon pour elles. James resta calme, les ultimatums ne résolvent jamais les problèmes de famille. Ce n'est pas un problème de famille, coupa ma mère. C'est la jalousie de Charity qui est allée trop loin. Cette accusation me sortit de ma stupeur. Jalousie? Vous pensez que je suis jalouse d'un mariage que Fiona ne veut même pas? D'une vie qui la rend si malheureuse qu'elle en fait des crises d'angoisse? Tu vois, dit ma mère en se tournant vers mon père. C'est exactement ce genre de pensée toxique qu'elle inculque à Fiona. James s'approcha de moi, calme et solide. Je pense qu'on devrait partir. Pour une fois, nous sommes d'accord, répondit mon père froidement. Pars maintenant, et ne reviens qu'après le mariage. Si tu tiens vraiment à ta sœur, tu la laisseras vivre ce moment sans interférer. Une colère glaciale me traversa, claire et tranchante. Pour la première fois, je vis mes parents tels qu'ils étaient, non plus les figures d'autorité de mon enfance, ni les adultes décevants de mon adolescence, mais des êtres brisés, prêts à sacrifier le bonheur d'une fille pour préserver leur illusion de famille parfaite. Sans un mot, je me dirigeai vers l'entrée, là où les clés de voiture pendaient. Je pris toutes, la berline de ma mère, la Lexus de mon père, et même la vieille Mustang qu'il sortait pour les grandes occasions. C'était puéril, peut-être, mais voir la panique dans leurs yeux me procura une satisfaction étrange. « Qu'est-ce que tu fais » cria mon père. « Je reprends le pouvoir » répondis-je simplement. Parce que c'est tout ce dont il a toujours été question ici. Je montai chercher nos affaires. James suivit, silencieux, m'aidant à ranger rapidement nos sacs. Quand nous redescendîmes, je vis Fiona sur le palier, les larmes aux yeux. Nos regards se croisèrent, et sans un mot, je tentai de lui dire « Je t'aime. Je ne t'abandonne pas. On s'en sortira. » Ce n'est pas fini, dis-je à mes parents avant de franchir la porte. La voix de mon père résonna derrière nous, pour toi, si. Le trajet du retour vers Seattle se fit dans un silence lourd. James me jeta quelques regards inquiets, mais il me connaissait assez pour me laisser le temps de digérer tout ça. Quand nous sommes enfin arrivés à notre appartement, le choc avait laissé place à un vide douloureux. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient vraiment fait ça, soufflai-je en entrant dans le salon. 32 ans comme leur fille, et c'était ainsi qu'ils choisissaient de me renier. Ils sont prêts à m'effacer d'un grand événement de famille simplement parce que je ne rentre pas dans leur histoire. Ce n'est pas à propos de toi, dit James doucement en posant nos sacs. Pas vraiment. Il se passe autre chose avec Fiona, et ils se servent de toi comme bouc émissaire. Mais quoi? Je faisais les 100 pas dans notre petit salon, le cœur battant. Fiona avait toujours été leur fille parfaite. Pourquoi d'un coup doutrait-elle? Puis, peu à peu, les signes que j'avais ignorés me revinrent. Sa façon de tressaillir quand Andrew la touchait.
Son regard qui s'illuminait en lisant certains messages. Son attitude distante, presque fuyante, depuis des mois. Il faut que je lui parle, dis-je en attrapant mon téléphone. Donne-lui un peu de temps, suggéra James. Elle doit déjà être en plein tourment. Il avait raison. L'appeler maintenant ne ferait qu'aggraver les choses. Je lui envoyai donc un simple message, je t'aime. Quand tu voudras parler, je serai là. Pas de jugement, pas de pression. La réponse arriva 3 heures plus tard, bien après minuit, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais, rien de tout ça. Je répondis aussitôt, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas ta faute, c'est la leur. La nuit fut longue et agitée. J'alternais entre sommeil léger et réveil brusque, vérifiant sans cesse mon téléphone. James finit par aller se coucher, non sans s'assurer que je ne voulais pas de compagnie. À 5h30 du matin, la sonnerie me fit sursauter. Charity? La voix de Fiona était méconnaissable, brisée, paniquée. J'ai besoin de toi. Reviens, s'il te plaît. Tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Viens, s'il te plaît. Puis la ligne coupa. Je réveillai James, et 20 minutes plus tard, nous roulions vers Bellevue. L'aube se levait à peine, les routes étaient désertes. Mon esprit imaginait le pire. Fiona s'était-elle fait du mal? Nos parents avaient-ils fait quelque chose? Quand nous arrivâmes, une voiture de police était garée devant la maison, gyrophares allumés. Mon cœur se serra. La porte d'entrée était grande ouverte. À l'intérieur, c'était le chaos. Les bouquets du dîner de la veille étaient renversés, les fleurs piétinées. Des morceaux de papier, sans doute des invitations de mariage déchirées, jonchaient les escaliers. Du salon, j'entendis la voix de ma mère, plus aiguë que d'habitude. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez son parti. Elle a clairement perdu la tête. J'entrai pour les voir tous face à face. Mes parents, furieux. Fiona, debout au centre, encore en pyjama, les yeux gonflés mais le regard déterminé. Un policier prenait des notes sur le côté, mal à l'aise. Andrew, lui, était assis sur le canapé, soulagé plus qu'inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demandai-je, la voix tremblante. Mes parents se tournèrent vers moi, et le visage de ma mère passa aussitôt de la colère à l'accusation. « Toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as fait? » Elle n'a rien fait, intervint Fiona d'une voix claire, plus forte que depuis des mois. C'est moi. Tout ça, c'est moi. Le policier prit la parole calmement, comme je l'ai expliqué, il ne s'agit pas d'un délit. Si votre fille veut annuler son mariage, c'est son droit. Annuler le mariage, répétai-je, choqué. Je regardai Fiona. Elle hocha la tête, un léger sourire à travers ses larmes. Je ne peux pas, Char. Je ne peux pas épouser Andrew. Je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Elle est juste nerveuse, insista mon père auprès de l'agent. Un peu de panique avant le mariage, c'est normal. Détruire des objets, ce n'est pas normal, répondit calmement l'officier en désignant la pièce autour de nous. Les dégâts étaient pires que je ne l'avais imaginé. La robe de mariée, plus chère que mon loyer mensuel, gisait en lambeaux sur le sol. Les albums photos étaient déchirés, les maquettes de décoration de table brisées. Je ne voulais pas casser quoi que ce soit, dit Fiona d'une voix tremblante. J'ai juste craqué. Hier soir, après ton départ, ils m'ont répété pendant des heures que tu voulais gâcher ma vie, que je devais t'effacer pour mon bien. Et ce matin, maman est venue avec la robe pour les dernières retouches, en parlant de perfection, et j'ai senti que je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus faire semblant. James, debout près de la porte, observait en silence, respectant ce moment de famille. Faire semblant de quoi, ma chérie, demandai-je doucement. Fiona prit une grande inspiration, redressa les épaules et fit face à nos parents. De faire semblant d'être hétéro. De vouloir être avocate. De vouloir épouser Andrew. Le silence qui suivit fut absolu. Ma mère s'assit lentement, le visage livide. Mon père resta debout, figé, le regard dur à lire. « Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» murmura finalement ma mère. « Que je suis gay, maman. Je le sais depuis la fac.
Andrew le sait aussi. On a accepté les fiançailles parce que c'était plus simple que de décevoir tout le monde. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Andrew hocha la tête et se leva pour la rejoindre. C'est vrai. On s'apprécie, mais pas comme un couple. Moi aussi, mes parents m'ont poussé à accepter. Fiona et moi pensions qu'on pourrait s'en sortir en partenaire, pas forcément en époux. C'est absurde, explosa mon père. Tu n'es pas gai. Tu n'as jamais montré le moindre signe. Parce que je savais comment tu réagirais, répliqua Fiona, la voix pleine de colère et de peur mêlée. J'ai vu comment tu traites Charity parce qu'elle ne rentre pas dans ton moule parfait. Comment tu méprises James malgré sa réussite. J'étais terrorisée à l'idée de te décevoir, alors j'ai caché qui je suis. Et qui es-tu vraiment? Demanda ma mère, la voix glaciale. Quelqu'un qui aime sa copine d'université depuis 7 ans. Quelqu'un qui veut faire de la photo, pas du droit. Quelqu'un qui en a assez d'être la fille parfaite au prix de son bonheur. Je repensais soudain à tout ce que j'avais manqué, le semestre à Paris, la colocataire dont Fiona parlait toujours avec tendresse, les messages qui la faisaient sourire. Diane, dis-je. Le prénom me revint d'un coup. Ta coloc de Paris. C'est elle que tu aimes. Fiona me regarda avec surprise, puis un léger sourire reconnaissant. Tu te souviens d'elle? Bien sûr. Tu parlais d'elle tout le temps à ton retour. Elle est devenue photojournaliste, non? Andrew se racla la gorge, mal à l'aise. L'officier demanda si quelqu'un souhaitait porter plainte. Non, répondis-je. Je crois que je vais y aller. Vous devriez leur laisser un moment. Je t'accompagne, proposa James, devinant que l'air devenait irrespirable. Dès qu'ils furent partis, ma mère se mit à pleurer. Pas des sanglots bruyants, des larmes silencieuses, presque théâtrales, faites pour inspirer la pitié. Que va-t-on dire aux gens? Gémit-elle. 360 invités, les Harrington, nos amis du club, quelle honte. C'est ça qui t'inquiète, dis-je, stupéfaite. Ta fille vient de t'avouer qu'elle vivait dans le mensonge parce qu'elle avait peur de toi, et tout ce que tu vois, c'est le qu'en dira-t-on? Mon père soupira, son ton changeant de la colère à une lassitude froide. Tu ne comprends pas, dit-il d'une voix basse. Dans notre milieu, la réputation, c'est tout. Un seul scandale peut détruire des décennies d'efforts, dit mon père. Peut-être que ce sont tes cercles qui doivent changer, ai-je répondu calmement. Fiona s'approcha de nos parents avec prudence. Je n'ai jamais voulu vous blesser. J'ai essayé d'être ce que vous vouliez, celle dont vous aviez besoin. Mais à l'intérieur, je mourais, un peu plus chaque jour. On peut arranger ça, dit mon père, la voix tremblante. On reporte le mariage, on ne l'annule pas. On te trouve un conseiller. Personne n'a besoin de connaître la vraie raison. Il n'y a rien à réparer, répondit Fiona d'une voix ferme. Je ne suis pas cassée. On augmentera ton trust fund, proposa soudain ma mère. 100 000 de plus. Toi et Andrew pourrez vivre séparément après le mariage, si c'est ce que tu veux. Mais ne nous fais pas ça. Cette tentative de manipulation me heurta de plein fouet. C'était toute notre éducation résumée, de l'amour conditionnel enveloppé d'argent. L'idée silencieuse que l'acceptation devait se mériter par l'obéissance. N'essaie même pas, dis-je en me plaçant aux côtés de Fiona. N'essaie pas d'acheter son silence sur qui elle est vraiment. La porte d'entrée s'ouvrit de nouveau. Andrew revint avec James. L'officier est parti, dit Andrew. Mais je pense qu'il faut annuler officiellement le mariage. Je vais parler à mes parents. Andrew, sois raisonnable, insista mon père. Pense à ta carrière, aux relations que nous avons construites. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, répondit Andrew, j'ai passé 1 an à prétendre aimer quelqu'un qui ne pourra jamais m'aimer en retour. J'ai fini d'être raisonnable. Moi aussi, j'ai droit au bonheur. Alors qu'il parlait, la sonnette retentit. James alla ouvrir et revint accompagné d'une femme grande, aux cheveux courts et aux yeux inquiets. Quelqu'un pour Fiona, dit-il simplement. Diane, souffla Fiona, tout son corps se détendant en la voyant. J'ai reçu ton message, dit Diane, ne regardant qu'elle malgré la tension dans la pièce. Je suis venue directement de Portland. Tu vas bien?
Dans cette simple question, dans cette inquiétude sincère, tout était dit. Ce n'était pas une phase, ni une confusion. C'était de l'amour, clair et indéniable. Maman le comprit aussi. Son expression passa du choc à la reconnaissance, puis à une résignation teintée de honte. « Tu l'aimes vraiment ?» murmura-t-elle, plus comme une évidence que comme une question. Fiona hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Les heures suivantes furent remplies de discussions douloureuses et de vérités enfin libérées. Nous quittâmes le salon en désordre pour la cuisine, où maman prépara machinalement du café que personne ne voulut boire. Mon père faisait les 100 pas près des fenêtres, passant des appels rapides et nerveux. Fiona était assise à l'îlot, Diane à ses côtés, leurs mains enlacées. Je les regardais en silence, James derrière moi, solide et calme. Andrew était parti, promettant de gérer sa part de l'annulation du mariage, un geste que mes parents ignorèrent complètement. « Depuis quand ?» demanda enfin ma mère, en posant une tasse devant Fiona d'une main tremblante. « Depuis Paris », répondit Fiona doucement. Au début, on était juste colocataires, mis ensemble par le programme. Mais à la fin du semestre, on savait que c'était plus. Quand je suis revenue terminer mes études, on a continué à se parler, expliqua Fiona. Après la fac de droit, quand je suis rentrée à Seattle, Diane a trouvé un job à Portland pour qu'on puisse être plus proches. 7 ans à te cacher, dit mon père en revenant dans la cuisine. 7 ans à nous mentir. Et tu peux la blâmer ? Intervins-je. Regarde juste comment tu réagis maintenant. Ce n'est pas ton histoire, Charity, coupa ma mère sèchement. En fait, si, répondit Fiona d'une voix ferme. En voyant comment vous avez toujours traité Charity, la déception, les remarques blessantes, les comparaisons incessantes, j'ai compris ce qui m'attendait si je ne suivais pas votre scénario. Alors j'ai essayé d'être parfaite. La fille modèle, la future avocate dans le cabinet de papa, fiancée à l'homme idéal. On t'a tout donné, cria presque mon père. Les meilleures écoles, toutes les opportunités, une voie toute tracée vers la réussite. Comment peux-tu te rebeller contre ça ? Ce n'était pas de la rébellion, dit Diane calmement. C'était de la survie. Fiona faisait des crises d'angoisse si fortes qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle prenait des médicaments juste pour supporter un dîner avec vous. Et toi ? Lança ma mère, son regard plein de mépris. Qu'est-ce que tu veux de notre fille ? De l'argent pour ton petit métier d'artiste ? L'accès à nos relations ? Diane ne broncha pas, je veux qu'elle soit heureuse. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et nous alors ? S'emporta mon père. Après tout ce qu'on a sacrifié pour cette famille, nos désirs ne comptent plus ? Je ne pus m'empêcher de rire. Sacrifier quoi, exactement ? Maman a peut-être mis sa carrière de côté, mais vous avez tous les deux la vie que vous vouliez. Le cabinet prestigieux, la reconnaissance, l'image parfaite de la famille idéale. Tu n'as aucune idée de ce qu'on a perdu, dit ma mère doucement, avec une fragilité qu'on ne lui connaissait pas. Aucune idée. Fiona se pencha en avant. Alors dis-le nous. Qu'on comprenne. Mes parents échangèrent un long regard. Un silence lourd, plein de secrets partagés. Puis ma mère soupira. Ton père et moi, notre mariage n'était pas vraiment un mariage d'amour. C'était surtout une alliance. 2 familles, 2 ambitions. On a fini par s'attacher, bien sûr, mais la passion, l'amour pour lequel on serait prêt à tout risquer, ce n'était pas notre histoire. On a fait ce qu'on attendait de nous, ajouta mon père, l'air soudain vieilli. Se marier convenablement, avoir des enfants, bâtir une vie respectable. On pensait que vous comprendriez que c'est ça, la réalité. Donc, tu dis que tu es malheureux depuis 35 ans ? Demandai-je doucement. Pas malheureuse, corrigea ma mère. Juste, résignée à certains compromis. C'est ce que font les adultes, Charity. Ils s'adaptent. Pas sûr qui ils sont, répliqua Fiona. Et pas sûr qui ils aiment. Le silence retomba sur la cuisine, lourd et profond, alors que des décennies de non-dits flottaient enfin dans l'air. Je regardais mes parents avec des yeux nouveaux. Plus comme ces figures d'autorité de mon enfance, ni comme ces obstacles frustrants de ma vie d'adulte, mais comme 2 êtres humains qui, eux aussi, avaient fait des choix difficiles,
et qui voyaient maintenant leur fille refuser de suivre le même chemin. Je ne peux plus vivre dans le mensonge, dit enfin Fiona. Je ne vais pas épouser Andrew. Je ne veux pas devenir avocate. Je veux faire de la photographie et construire une vie avec Diane. Mon père frappa violemment sur le comptoir. Et comment comptes-tu vivre, exactement? La photographie ne paiera pas le style de vie auquel tu es habitué. J'ai économisé, répondit Fiona calmement. Et j'ai déjà quelques projets freelance. Je trouverai une solution. Tu n'as aucune idée de ce qu'est le vrai monde en dehors de la bulle qu'on a créée pour toi, lança-t-il avec mépris. Alors il est temps que je l'apprenne, dit-elle simplement. Ma mère se détourna, fixant la fenêtre au-dessus de l'évier. Si tu fais ça, si tu jettes tout ce qu'on a construit pour toi, ne compte pas sur nous pour venir te sauver quand tout s'effondrera. L'ultimatum flotta dans l'air, cruel et précis. Je l'avais déjà entendu, ce discours, quand j'avais choisi l'école d'art au lieu du droit, quand j'avais déménagé à Seattle, quand j'avais présenté James pour la première fois. Mais l'entendre adressé à Fiona, elle, qui avait tout fait pour leur plaire, fit bouillir mon sang. Elle n'a pas besoin de votre aide, dis-je en me levant. Elle a moi. Elle a Diane. Elle a un vrai amour et un vrai soutien, pas une acceptation conditionnelle selon le rôle qu'elle joue pour vous. C'est aussi ta réponse, Fiona, demanda mon père sans même me regarder. Tu choisis ce mode de vie plutôt que ta famille? Fiona regarda Diane, puis moi. Elle puisa sa force dans nos regards. Je ne choisis pas un mode de vie à la place de ma famille. Je choisis d'être honnête sur qui je suis. Si cela signifie perdre votre approbation, alors c'est votre décision, pas la mienne. Ma mère se retourna, le visage figé. Alors je crois qu'il est temps que vous partiez toutes les deux. Prenez ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Nous en verrons le reste plus tard. Maman, supplia Fiona, sa voix tremblant. Ne fais pas ça. Tu as fait ton choix, répondit froidement mon père. Nous faisons le nôtre. James, silencieux jusque-là, s'avança calmement. Fiona, monte et prépare ce qu'il te faut. Diane peut t'aider. Charity et moi, on attend ici. Je hochai la tête vers ma sœur. Juste l'essentiel pour l'instant. On s'occupera du reste plus tard. Elles montèrent à l'étage, laissant derrière elles un silence lourd. Ma mère s'acharnait à nettoyer un plan de travail déjà impeccable, pendant que mon père fixait son téléphone, feignant l'intérêt. Elles reviendront, murmura ma mère, plus pour elle-même que pour nous. Quand elle verra comme la vie est dure, elle reviendra. Non, dis-je doucement. Parce que difficile mais vrai vaut mieux que facile mais vide. Vous devriez le savoir, maintenant. En haut, on entendait les tiroirs s'ouvrir et se fermer. Par la fenêtre de la cuisine, je vis les voisins s'arrêter dans leur routine du matin, curieux, observant notre maison où une famille venait de se briser, enfin, pour de vrai. La voiture de police venue plus tôt avait suffi à garantir qu'à midi, tout le quartier serait en train de murmurer. Quand Fiona et Diane revinrent 20 minutes plus tard avec 2 valises et un sac d'ordinateur, leurs visages racontaient déjà toute l'histoire. Les yeux de Fiona étaient rouges, mais secs. Elle semblait plus forte, plus décidée. Elle s'avança vers nos parents une dernière fois. « Je vous aime », dit-elle d'une voix calme. « J'espère qu'un jour, vous comprendrez que ce n'est pas un rejet de vous ni de notre famille. C'est juste, être fidèle à moi-même. » Aucune réponse. Mon père regarda sa montre avec froideur. Ma mère tourna le dos, raide, figée. « Allons-y », dis-je doucement en prenant une des valises des mains de Fiona. Nous sortîmes tous ensemble, James et moi, Fiona et Diane, sous les regards insistants de nos voisins, trop curieux pour faire semblant de ne pas voir. Nous chargeâmes les bagages dans les voitures. En me retournant vers la maison où j'avais grandi, je ressentis un mélange étrange de tristesse et de liberté. « Tu peux venir chez nous », dis-je à Fiona alors que nous étions encore dans l'allée. « L'appartement n'est pas grand, mais on s'arrangera, le temps que tu trouves la suite. »« Tu es sûre ?» demanda-t-elle, incertaine, en regardant James. Il hocha la tête sans hésiter. La vraie famille reste unie. Toujours. Nous quittâmes Bellevue alors que le soleil montait dans le ciel, projetant de longues ombres derrière nous. Dans le rétroviseur,
j'aperçus un mouvement à la fenêtre du salon. Ma mère, immobile, nous observait partir. Le reflet du soleil cachait son expression. Les quatre, James et moi dans une voiture, Fiona et Diane dans l'autre, nous reprîmes la route vers Seattle, laissant derrière nous les débris des attentes et des faux-semblants. Devant, il y avait l'inconnu, mais aussi la promesse d'une vie nouvelle, authentique, à construire pas à pas. Les 6 mois qui suivirent passèrent comme un souffle. Notre petit appartement d'une chambre se transforma en refuge pour 4 adultes. James et moi dormions dans la chambre, tandis que Fiona et Diane partageaient le canapé-lit du salon. L'intimité n'existait plus, l'espace manquait, et parfois, les tensions éclataient pour des broutilles, la salle de bain, le frigo, la vaisselle. Mais au milieu de ces désordres naquit quelque chose de précieux, une famille choisie. Solidaire. Vivante. Fiona s'épanouissait. Libérée du poids des attentes familiales, elle mit ses compétences juridiques au service d'artistes et de créatifs tout en développant son portfolio photo. Diane, qui avait quitté son emploi à Portland pour la rejoindre, trouva un poste dans une association locale, documentant leurs actions communautaires. Ensemble, elles cherchaient leur propre appartement, modeste, mais à elles. De notre côté, James et moi franchîmes enfin le pas. Nous nous fiançâmes, prévoyant une petite cérémonie dans un jardin botanique, 30 invités, des amis devenus famille, des collègues devenus amis, et cette nouvelle famille que nous construisions jour après jour. Nos parents, eux, réagirent comme on pouvait s'y attendre. Mon père se réfugia dans le travail et le silence, évitant soigneusement toute conversation sur ses filles. Ma mère, après des semaines sans contact, recommença à envoyer de petits messages prudents, des nouvelles du voisinage, des questions sur notre santé, sans jamais évoquer nos vies réelles. Fiona vécut cette distance plus douloureusement que moi. Après avoir été l'enfant modèle si longtemps, la perte soudaine de leur approbation fut pour elle un choc. Mais même dans sa peine, elle avançait. Parce que cette fois, elle vivait enfin sa vérité. Il y avait des soirs où je la trouvais assise sur le balcon, les larmes silencieuses glissant sur ses joues pendant qu'elle faisait défiler de vieilles photos de famille sur son téléphone. Ces nuits-là, je m'asseyais près d'elle sans rien dire, simplement présente, quand les mots semblaient inutiles. « Tu crois qu'ils nous accepteront un jour ?» m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin, James et Diane étant sortis chercher le dîner. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Papa, peut-être jamais. Mais maman, je crois qu'elle essaie, à sa manière. » Fiona a soupiré doucement. « Il me manque. Malgré tout, leur contrôle, leurs erreurs, il me manque. » Je lui ai souri avec tendresse. C'est normal. Aimer des gens compliqués, c'est compliqué. Notre guérison a pris des formes différentes. Pour moi, c'était la satisfaction silencieuse d'être enfin vue par ma sœur, d'avoir nos vieilles blessures reconnues et nommées. Pour Fiona, c'était la liberté d'être enfin elle-même, mêlée à la douleur de ce qu'elle avait perdu. 3 mois après le mariage qui n'a jamais eu lieu, Fiona et Diane ont trouvé un petit appartement à Capitol Hill, à 10 rues de chez nous. Le jour de leur déménagement, notre appartement nous a semblé immense. Le silence était à la fois paisible et un peu vide. « Tu crois qu'on a bien fait ?» ai-je demandé à James ce soir-là, alors que nous reprenions possession du canapé qui avait servi de lit à Fiona et Diane pendant des mois. Il a hoché la tête sans hésiter. « Soutenir ta sœur, affronter tes parents, rester fidèle à vous-même, oui. 1000 fois oui. Même si ça a tout fait exploser. » Il a réfléchi un instant avant d'ajouter doucement, « La famille était déjà brisée, Charity. C'était juste caché sous les apparences. Maintenant, au moins, vous vivez dans la vérité. » Et la vérité, elle, continuait d'évoluer. 4 mois après leur départ, alors que James et moi finalisions les préparatifs de notre petit mariage, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. « J'aimerais te voir », a-t-elle dit, la voix hésitante comme jamais. « Toi et Fiona, si elle veut bien. Pas à la maison, dans un endroit neutre. » Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille, à mi-chemin entre Seattle et Bellevue. Maman est arrivée seule, vêtue simplement, sans son habituel style de club privé. Elle semblait plus vieille, plus fragile. « Ton père ne sait pas que je suis ici », a-t-elle murmuré après avoir commandé un café. « Il est encore en train de réfléchir. »
Tu veux dire bouder, ai-je corrigé doucement. Elle a esquissé un léger sourire. C'est un homme fier. Tout cela n'a pas été facile pour lui. Ce n'était facile pour personne, a répondu Fiona calmement. Maman a hoché la tête, jouant nerveusement avec son alliance. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi. À la mère que j'ai été. À celle que je voulais être quand vous êtes née. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je te dois des excuses, Charity. Beaucoup d'excuses. J'ai favorisé Fiona. J'ai minimisé tes réussites. J'ai voulu vous modeler selon ce qui me ferait paraître une bonne mère, au lieu de vous aider à devenir qui vous êtes vraiment. Ces mots, attendus depuis si longtemps, m'ont touché profondément. Pourquoi, ai-je demandé simplement. Parce que c'est ce qu'on m'a fait, a-t-elle répondu d'une voix fatiguée. Et je ne connaissais pas d'autre façon d'aimer. Ma propre mère me comparait sans cesse à mes sœurs. Elle nous félicitait seulement quand on la faisait bien paraître. Je m'étais juré de ne pas reproduire ça, mais les schémas se répètent, à moins qu'on choisisse consciemment de les briser. Elle a sorti de son sac 2 petites boîtes et les a posées devant nous. Ce ne sont pas des offrandes de paix. Je ne veux pas acheter votre pardon. C'est juste, une reconnaissance. Fiona a ouvert la sienne la première, et un souffle d'émotion lui a échappé. L'appareil photo de grand-mère, a-t-elle murmuré, soulevant une vieille Leica. Je croyais que tu l'avais vendu depuis des années. Je l'ai gardé, a avoué maman. Même quand je décourageais ta passion pour la photo, quelque chose m'a poussé à la conserver. J'ai ouvert ma boîte et découvert une fine chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de pinceau. C'était une réplique du tout premier pinceau professionnel que j'avais reçu à l'école d'art. Comment as-tu su, ai-je demandé. James m'a aidé, a avoué maman avec un léger sourire. Nous échangeons des emails. Il est très loyal envers toi. Très protecteur. Apprendre que ma mère et James étaient en contact sans m'en parler aurait pu m'énerver. Mais au contraire, j'ai ressenti une étrange gratitude. Pour James, qui voulait construire des ponts, et pour ma mère, qui avait trouvé le courage de les traverser. Tu crois que papa finira par revenir vers nous, a demandé Fiona. La question planait entre nous depuis le début. L'hésitation de maman a tout dit. Il essaie, à sa façon. Il demande de vos nouvelles, même s'il ne l'admettra jamais. Il garde, Charity, le dessin que tu lui as fait en CE2, celui de son bureau d'avocat. Et Fiona, il découpe les articles où ton travail de photographe est mentionné. Mais il n'est pas encore prêt à nous voir, ai-je conclu. Pas encore, a-t-elle reconnu. Mais je travaille sur lui. Et sur moi aussi. Nous nous sommes quittés avec des câlins prudents et la promesse de nous revoir bientôt. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. 2 semaines plus tard, James et moi avons organisé un petit dîner pour fêter les fiançailles de Fiona et Diane. L'appartement débordait de rires et d'amis, des gens qui nous avaient soutenus pendant ces mois difficiles, des gens qui nous aimaient tels que nous étions. Au milieu de la soirée, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et j'ai vu ma mère, nerveuse, un sac cadeau dans les mains. J'espère que ça ne te dérange pas que je vienne. Fiona m'en a parlé hier, pendant notre café, et je... Entre, ai-je dit doucement en m'écartant. Il y a plein de nourriture. La pièce s'est brièvement tue lorsqu'elle est entrée, puis les conversations ont repris. Fiona s'est avancée pour la serrer dans ses bras. J'ai vu Diane approcher timidement, lui tendant la main. Maman l'a prise dans les siennes. J'essaie de comprendre, lui ai-je entendu dire. Je veux comprendre. Plus tard dans la nuit, après le départ des invités, pendant que James rangeait la cuisine, je suis sortie sur le balcon avec Fiona et Diane. Devant nous, le ciel de Seattle brillait, la Space Needle illuminée au loin. Maman essaie vraiment, a dit Fiona, appuyée sur la rambarde. Oui, ai-je répondu, encore un peu émue. Tu crois qu'un jour on sera une famille normale? J'ai ri doucement. Je crois que normal n'a jamais été notre destin. Mais peut-être qu'on peut être quelque chose de mieux. Authentique? Imparfait. Réel. Je peux vivre avec ça, a souri Fiona, serrant la main de Diane. Alors que nous regardions les lumières de la ville, j'ai repensé au chemin parcouru.
À la douleur d'avoir été ignorés, au courage qu'il a fallu pour rester fidèle à nous-mêmes. Ce qui devait être un ultimatum avait fini par devenir une libération. Mon téléphone a vibré. C'était un message de mon père. Ta mère m'a parlé des fiançailles. Dis à Fiona que je la félicite. Ce n'était qu'une phrase. Envoyée à moi, pas directement à elle. Mais c'était déjà beaucoup. Une petite fissure dans le mur de fierté et de tradition qu'il avait bâti autour de lui. Une reconnaissance, même timide, qu'un jour, peut-être, il retrouverait le chemin vers nous. J'ai montré le message à Fiona. Ses yeux se sont remplis de larmes. Petit à petit, a-t-elle murmuré. Petit à petit, ai-je répété en l'enlaçant. Notre guérison était loin d'être terminée. Il y aurait encore des blessures, des conversations difficiles. Mais à cet instant, avec ma sœur et sa fiancée près de moi, James qui chantonnait dans la cuisine, j'ai su que nous avions brisé le cycle de l'amour conditionnel de notre enfance. Parfois, aimer quelqu'un ne veut pas dire s'effacer pour lui faciliter la vie. Parfois, cela veut dire rester présent, même quand c'est inconfortable, même quand tout semble se briser. Parce que c'est souvent dans ces ruptures que naît la vraie plénitude. Et toi? As-tu déjà dû affronter les attentes de ta famille pour rester fidèle à toi-même ou protéger quelqu'un que tu aimes? Partage ton expérience dans les commentaires. Et si notre histoire t'a touché, like, subscribe et partage pour aider d'autres personnes à trouver la force d'être vraies, elles aussi. Souviens-toi, la famille qu'on choisit peut être tout aussi précieuse que celle dans laquelle on est. Merci d'avoir écouté, et n'oublie jamais, ta vérité mérite d'être défendue.